Très bien, bonjour à tous. Je suis Béatrice Dorigny, directrice des affaires médicales pour Nestlé Health Science, et je suis ravie de vous accueillir aussi nombreux. Et oui, il y a eu 1000 inscriptions à ce webinaire qui porte sur les troubles de la déglutition en neurogériatrie, principes de prise en soins et textures adaptées. Alors, preuve que cette thématique est vraiment très importante et vous concerne nombreux, les professionnels de santé. Alors, le sujet, bien sûr, mais aussi notre intervenante, qui est une spécialiste de ce sujet et qui a, sans aucun doute, attiré ce nombre impressionnant d'inscriptions. Alors, je vais laisser la parole à Virginie Ruglio, qui est orthophoniste et formatrice à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris et qui est aussi très impliquée dans ITSI, qui est fondamental pour bien comprendre les troubles de la déglutition. Virginie, je vous laisse la parole jusqu'à 13h50 et ensuite nous aurons une session de questions-réponses. Bonjour à tous et toutes. Merci beaucoup Béatrice pour cette invitation. Merci à Nestlé Health Science de m'avoir invité à faire cette présentation. J'espère que vous voyez tous ma première diapositive. Donc on va parler, comme Béatrice nous l'a dit, des troubles de la déglutition dans cette population bien particulière qu'est la neurogériatrie, c'est-à-dire des sujets de plus de 75 ans atteints de pathologies neurologiques. Donc on va voir rapidement bien sûr les principes de prise en soin et puis surtout les textures adaptées. Alors, on peut se poser bien sûr la question de ce que c'est que la déglutition. La déglutition, c'est un phénomène complexe et quand on regarde un dictionnaire, on voit très volontiers que c'est une définition souvent donnée comme un dispositif assujetti à l'alimentation, c'est-à-dire ensemble des mécanismes qui permettent de transporter les aliments et boissons depuis la bouche vers l'estomac en passant par l'ésophage. Or, on se rend assez vite compte qu'on n'avale pas que des aliments et des boissons, bien sûr, mais aussi des sécrétions et ces sécrétions ne viennent pas nécessairement de la bouche, elles ne passent pas nécessairement par la bouche. De cette, conception un peu ancienne d'un dispositif essentiellement dédié à l'alimentation, on est passé à un dispositif qui est surtout celui de la protection des voies aériennes, c'est-à-dire on veut que tous les aliments et boissons et les sécrétions ne tombent pas, dans les poumons, parce que sinon il y a un risque infectieux évidemment. Donc il y a 3 capacités fonctionnelles de la déglutition, la capacité de protection des voies aériennes, un ensemble de mécanismes musculaires, de contractions musculaires qui y participent et en parallèle évidemment, un ensemble de mécanismes qui permettent la propulsion d'une sécrétion d'un aliment, donc au sens très large, depuis non seulement la bouche, mais aussi le nez et le pharynx vers l'estomac, en passant par l'ésophage. Et puis, il y a un troisième larron qu'on a tendance un peu à oublier, c'est les capacités d'expulsion des fausses routes. Capacité d'expulsion des fausses routes, c'est un ensemble de mécanismes qui permettent de réparer, ce sont des ensembles curatifs de la fausse route. Pourquoi? Parce que la fausse route, c'est très, très facile d'en faire, tout le monde en fait. Alors bien sûr, il y a un certain degré entre la normalité, une certaine limite entre la normalité et la pathologie qui est très subtile, mais les humains sains font des fausses routes et donc ces mécanismes d'expulsion, tout réflexe, émage et déglutition multiples sont des mécanismes qui nous servent à réparer ces accidents tout à fait banals. Ici à gauche, vous voyez une déglutition saine d'un patient, d'une personne qui est en train de déglutir diverses textures. C'est une vidéoradioscopie de déglutition. C'est l'examen gold standard qui a permis à une orthophoniste qui s'appelait Jerry Logeman dans les années 70-80 d'inventer cet examen à partir d'un TOGD, un transit ésogastro-duodénal. Et vous voyez qu'on filme le patient en radioscopie et on voit comment il avale. Là, ici, il n'y a aucun problème. On le filme de côté et de face également et on peut même descendre jusqu'à l'estomac comme on l'a vu un petit peu tout à l'heure. Alors, quand il y a des troubles, qu'est-ce qui se passe? On appelle ça les troubles de la déglutition ou dysphagie. Alors certains, dont moi, font la distinction entre, troubles de la déglutition et dysphagie. Les troubles de la déglutition, ce seraient les dysfonctionnements, de ces mécanismes dont on vient de parler et les dysphagies, ce seraient les difficultés qu'un sujet éprouve, ressent de manière subjective. Donc vous voyez qu'il y a une distinction entre signes et symptômes, que l'on peut faire et ça peut être intéressant effectivement, mais en tout cas, on peut avoir des dysfonctionnements de déglutition sans avoir de dysphagie et l'inverse est également vrai. Ces troubles concernent non seulement l'oropharynx, c'est-à-dire la bouche et la gorge, mais aussi l'ésophage, qui est le tuyau qui amène tous ces éléments vers l'estomac. Il y a un véritable continuum entre l'oropharynx et l'ésophage, donc on ne peut pas les séparer. Ça donne des tableaux cliniques souvent assez complexes.
Alors ces troubles, touchent, une bonne partie de la population mondiale de tous âges, la population globale. Je vous ai mis ce chiffre de 8 qui est vraiment un chiffre très à la louche, hein. C'est une estimation extrêmement prudente, hein, qui vient, de la citation que je vous ai mis en bas à droite. On estime à la louche qu'il y a au moins 8 de cette population mondiale de tous âges qui pourrait être touchée par les troubles de la déglutition plus ou moins sévères. En fait, ce chiffre est difficile à établir de manière certaine parce que tout dépend de la manière dont on a détecté, dont on a objectivé ces troubles pour les prendre en compte dans les études. Et en fait, il y a une très grande hétérogénéité pour le moment, même dans la définition, hein, de la des troubles de la déglutition. Alors ces troubles nous intéressent beaucoup parce que, comme vous le savez, il y a souvent des complications et les complications, on essaie de les limiter. Quelles sont-elles? Vous les connaissez. Le fait qu'une personne inhale un peu trop souvent des boissons et des aliments, augmente un risque d'infection pulmonaire. Il y a également des complications nutritionnelles. Une personne qui avale de travers va moins bien s'alimenter et moins bien boire. Et puis, si on modifie son alimentation, s'il en restreint, il y a également des complications nutritionnelles au sens large qui peuvent être introduites. Et puis, il y a une perte potentielle de la qualité de vie, terme très large, hein, et qui inclut bien sûr la liberté de faire ce qu'on veut, d'aller au resto, et puis une charge de travail pour soi-même et pour ses aidants qui est également altérée, enfin augmentée. Et puis, si une personne fait, une fausse route, avec un solide plus ou moins modifié, il y a, peut-être un risque d'obstruction des voies aériennes, donc un risque de décès, à court terme aussi et ce risque nous intéresse également. Donc tout ça, on essaye de les limiter et la pierre, de base de la prise en soin, des troubles de la déglutition depuis de très nombreuses années, c'est, en 1er, des, stratégies qu'on appelle des stratégies compensatoires ou palliatives. C'est-à-dire qu'on va faire avec les troubles, mais on va essayer de donner une alimentation qui soit adaptée en texture, au niveau des aliments et des boissons, pour, compenser les difficultés du patient et donc à obtenir des bénéfices immédiats et à faible coût. Il y a également, des stratégies, rééducatives dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va travailler tous ensemble en pluriprofessionnalité, c'est-à-dire les médecins et les médecins. Aux yeux de la loi en France, seuls les orthophonistes et les kinésithérapeutes entraînés sont habilités à évaluer et à prendre en soin les troubles de la déglutition. Et j'ai mis ici kinésithérapeute entre parenthèses parce qu'en gériatrie, en neurogériatrie, vous allez, souvent avoir moins de kinés qui sont à l'aise pour travailler sur les troubles de la déglutition et pour les évaluer parce qu'ils n'ont pas de formation en neuropsychologie et c'est un point qui est très, très souvent, présent dans cette patientèle particulière. La Haute Autorité de santé en France nous dit également que les personnels soignants doivent être formés en plus, de leur formation initiale qui, à l'heure actuelle, est effectivement insuffisante en France et puis que tout ceci gagne à se faire au sein d'un projet de service et d'établissement, qui réunit bien sûr tous ces professionnels, avec bien entendu les diététiciens qui sont, un outil, une profession très importante dans ce domaine, bien qu'ils ne soient pas habilités à évaluer et prendre en soin directement la déglutition. Alors, les troubles de la déglutition dysphagie en neurogériatrie, c'est-à-dire chez le patient de plus de 75 ans, souffrant de pathologies neurologiques, je vous ai mis les causes, fréquentes ici à gauche, sachant que c'est surtout des atteintes centrales neurologiques et puis il y a une grosse part iatrogénique, hein, c'est-à-dire que certains médicaments qui sont donnés aux personnes très âgées, peuvent agir sur la déglutition de manière délétère et puis, je vous ai mis, au milieu, la fréquence. Alors je vous ai dit, c'est difficile d'estimer vraiment, la fréquence de ces troubles, de manière fiable, mais à la louche, on estime qu'il y a, au moins la moitié des patients en institution gériatrique qui pourraient souffrir de troubles de la déglutition, ce qui est évidemment énorme. En cas d'AVC aigu, la survenue d'une pneumopathie augmente le risque de décès par 3, donc c'est important également et puis à distance de l'AVC, en vidéoradioscopie, l'examen que je vous ai montré tout à l'heure, on sait qu'il y a à peu près 66 de gens qui inhalent. Alors bien sûr, on inhale tous, hein, mais ces personnes inhalent visiblement trop et puis la moitié de ces personnes inhalent de manière silencieuse, c'est-à-dire sans aucune toux. Donc bien sûr, ce sont des éléments qui nous intéressent. Si bien que, l'ESSD, qui est la société savante de, la dysphagie des troubles de la déglutition en Europe, a estimé que les troubles de la déglutition étaient, considérables comme un syndrome gériatrique. Ce qu'on appelle en gériatrie un syndrome gériatrique, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une pathologie en soi, mais un symptôme de plein de signes, une complication, une conséquence de diverses pathologies, peut-être parfois plusieurs pathologies. C'est un élément qui est, très, délétère pour le patient, qui altère beaucoup son état et sa récupération fonctionnelle et puis, c'est quelque chose qui doit se prendre en charge de manière multifactorielle, bah, un petit peu comme tout ce qu'on fait en gériatrie. C'est pour ça que ça s'appelle un syndrome gériatrique.
Les complications, je vous en ai parlé tout à l'heure et j'ajoute ici également un risque d'augmentation de la dépendance et de l'institutionnalisation, bien entendu. Alors, je ne suis pas sûre que vous ayez le son de cette diapositive, donc je vais le couper, mais voici une vidéoradioscopie de déglutition chez un patient qui fait des fausses routes et qui fait des fausses routes totalement silencieuses. Il existe quelque chose qui est malheureusement encore aujourd'hui peu connu, c'est le fait que les fausses routes peuvent tout à fait être non toussées ou mal toussées. La toux est absente, différée et ou inefficace, c'est-à-dire que les mécanismes d'expulsion sont en eux-mêmes atteints. C'est souvent le lieu sur des troubles de la sensibilité et aussi une chronicisation, c'est-à-dire que plus le patient fait des fausses routes depuis longtemps, moins elles seront toussées. C'est un mécanisme tout à fait classique d'augmentation du seuil tussigène. Et voyez dans cette vidéo, enfin vous ne voyez pas parce que vous n'entendez pas, mais il n'y a pas de son, enfin il n'y a aucune toux, hein, d'accord. Heu, Comment savoir, si un patient, fait des fausses routes? Bah, la seule, façon d'en être sûr, c'est de faire ces examens, endoscopiques, instrumentaux, mais on ne les a pas toujours à notre portée et donc, en dehors de cette détermination objective, par, l'instrumental, et bien, seulement un faisceau de présomption, un ensemble d'indices qui vont, essayer de nous donner, des tuyaux pour qu'on avance des hypothèses diagnostiques, mais toujours très, très prudentes parce qu'il y a une grande variabilité, de la physiologie et notre examen est très peu fiable en fait, hein, il faut le savoir et embrasser cette incertitude. Alors, il faudra rester très vigilant dans les observations médicales ou dans les transmissions paramédicales, que feront, les divers intervenants, à bien noter ce que, vous avez vu et non pas ce que vous imaginez. C'est-à-dire à noter vraiment rester extrêmement factuel. Le patient a bu sans tout et non pas le patient a bu sans fausse route car en réalité vous n'en savez pas grand-chose en fait, hein. Donc restez très vigilant avec ce genre de choses. Rapidement, je vous parle de la démarche diagnostique idéale. La démarche diagnostique scientifiquement idéale, c'est de commencer par un dépistage, c'est-à-dire un test extrêmement simple fait par un personnel peu formé, non spécialiste de la déglutition. Et la Haute Autorité pour l'AVC nous dit médecin et ou infirmiers, c'est-à-dire des personnels de première ligne. D'accord. Le dépistage, lui, se termine par une réponse binaire, oui ou non, positif ou négatif. Il ne permet en lui-même pas de faire des adaptations de texture parce qu'on ne sait toujours pas ce que le patient a comme compétence ou comme déficit et il ne permet encore moins de proposer une rééducation parce qu'on ne sait toujours pas ce qu'il a et qu'une rééducation doit être ciblée et elle est coûteuse pour la société et pour le patient et pour l'orthophoniste évidemment, mais ça c'est pour la société. Ensuite, si le dépistage est positif ou que le médecin juge qu'il y a des arguments pour qu'on envoie quand même quelque chose de plus important, on va diriger le patient vers une évaluation clinique. Une évaluation clinique, c'est fait par un spécialiste de la déglutition. Bah, ici, je vous ai mis l'orthophoniste. C'est un examen complexe qui se solde par des hypothèses diagnostiques, donc prudentes. Et puis, on va pouvoir avancer, si on n'a que ça, des adaptations de texture qui pourraient être toujours prudentes pour ce patient parce qu'on n'est pas certain de ce qui se passe à l'intérieur. On n'a pas les rayons X, comme on dit souvent. En revanche, pour proposer une rééducation, c'est quand même très aventureux parce qu'on ne sait toujours pas ce qui se passe. Et puis, dans l'idéal, on devra avoir une évaluation instrumentale qui permet vraiment d'avancer un diagnostic, qui est faite par des spécialistes, alors un ORL, un phoniatre, un radiologue, un orthophoniste, et qui va vraiment permettre de savoir ce qui se passe très exactement, et aussi donc de proposer une rééducation, un traitement totalement personnalisé si indiqué. Alors bien souvent sur le terrain, en neurogériatrie, pour plein de raisons différentes et qui sont tout à fait bonnes, hein, acceptables, on devra s'arrêter à l'évaluation clinique. Dans l'idéal, on devrait avoir évaluation instrumentale plus clinique, ça c'est le top, mais on va devoir s'arrêter parce que l'instrumentalisation, enfin l'examen instrumental peut être considéré comme déraisonnable pour plein de raisons. Et en plus, il est peu accessible encore aujourd'hui en France malheureusement, mais au total, on va devoir se contenter de ces éléments-là. Qu'est-ce qu'on peut proposer comme dépistage? Eh bien, il y a plein d'outils validés scientifiquement. Bien sûr, il faut éviter les outils qui ne sont pas validés scientifiquement, mais en tout cas, la Haute Autorité de santé et c'est ce que, je vous propose de promouvoir en neurogériatrie, par exemple en EHPAD, ou au domicile du patient, un test extrêmement simple fait par un médecin ou un infirmier formé, un test, par exemple, un test au verre d'eau. On fait boire 90 millilitres d'eau plate au verre, c'est-à-dire un peu plus d'un demi-verre d'eau plate à température ambiante et ces éléments
éléments sont très importants, sinon le test est biaisé. Le patient doit le boire de manière rapide, sans interruption, puis sec s'il le peut. En tout cas, il doit le finir devant nous. Et s'il y a une difficulté, une toux, une modification de la voix dans la minute qui suit, ben, le test est considéré comme positif et on devrait envoyer en évaluation. Alors, que fait l'orthophoniste? À ce moment-là, il va venir faire une évaluation qui se veut diagnostique. En fait, ce sont des hypothèses diagnostiques et il va faire un travail extrêmement lourd et complet et complexe en examinant la totalité des dossiers du patient, les facteurs de risque, les interrogatoires divers du patient et de ses aidants, bien sûr. Il va faire un examen analytique et fonctionnel, un examen de la déglutition, mais aussi des corollaires qui sont la voix, la parole, les fonctions cognitives. Et puis, il va se faire très, très attention dans cette population au comportement au repas du patient et de ses aidants parce qu'ils peuvent être tout à fait modifiables et importants à modifier. Au total, on va également ajouter une observation du repas entier dans les conditions et avec les aidants habituels. Et c'est comme ça qu'on fait quelque chose de parfaitement écologique. Et ensuite, qui puisse nous permettre de donner des recommandations qui soient bien adaptées au patient et à ses compétences. Et ensuite, on va proposer une prise en soin qui n'est pas réadaptative en première intention dans cette population, mais avec des actions qu'on appelle aussi des soins indirects, hein. On va voir comment ça s'organise. Alors, comme on a beaucoup de patients gériatriques et qu'on est peu de professionnels spécialisés, Martin et ses collègues ont essayé d'appliquer au trouble de la déglutition en gériatrie le principe qu'on appelle l'intervention minimale massive. L'intervention minimale massive, c'est quelque chose une méthode que l'on applique, que l'on peut appliquer à plein de déficits, à plein de pathologies. Eh bien, appliquer au trouble de la déglutition, c'est intéressant. On va proposer une évaluation précoce avec une prise en soin des 3 principaux facteurs de risque de complications. Le spécialiste de la déglutition, qui est le orthophoniste ou alors le médecin et le kiné, vont adapter la texture des boissons et des aliments. Le spécialiste de la nutrition, qui est le médecin, le diététicien, vont apporter une supplémentation nutritionnelle si besoin, bien sûr. Et puis les spécialistes de l'hygiène bucco-dentaire, que sont les soignants, vont s'y atteler de manière très attentive parce qu'on sait que la baisse de la charge bactérienne orale est un facteur très intéressant de réduction des infections pulmonaires. Les patients avec ces méthodes sont suivis tous les 3 mois. On leur propose une réévaluation et des ajustements si nécessaire. Et les résultats sont très encourageants avec moins de réadmissions à l'hôpital, moins d'infections respiratoires et plus de survie. Donc, c'est ce type de choses que moi, je fais, par exemple, actuellement dans mon intervention. Donc, une grande part donnée au diagnostic et une prise en soin qui est donnée de manière très spécifique. Alors, en ce qui concerne les adaptations alimentaires, qu'est-ce que c'est? Alors, les adaptations alimentaires ont des bénéfices, bien sûr, mais aussi des risques. Et pour cela, un comité de scientifiques de l'ITSI ont fait une revue de littérature en 2014. Et le résultat de cette revue a été, bien sûr, de confirmer le manque d'études de qualité. On a très peu de données sur les modifications de texture qui sont utilisées en dysphagie, en fait. Alors, on a quand même quelques données et les voici. On a des preuves concernant les modifications de texture des aliments. On sait que dans le cas de Parkinson et de l'ataxie cérébelleuse, elles sont efficaces et ce sont les seules qui sont applicables à tous les patients. Elles limitent les risques d'inhalation pour certains patients, mais ça ne veut dire pas pour tous. Rien n'est magique. Et puis, on sait aussi qu'attention, parce que les solides et les consistances les plus épaisses augmentent l'effort de manipulation orale et de déglutition. Donc, tous les patients ne peuvent pas se les permettre. Et puis aussi, on sait que la modification de texture des aliments augmente le risque de dénutrition, déshydratation et une perte de qualité de vie aussi, et une perte fonctionnelle parce que le patient n'est pas confronté à des éléments qui sont faciles et stimulants. Et puis, à terme, avec un cercle vicieux, on peut obtenir finalement des effets tout à fait délétères du risque d'inhalation augmenté, hein. Donc, c'est le contraire de ce qu'on voulait obtenir. Donc, attention, attention, bénéfices et risques. Et puis, en ce qui concerne l'épaississement des boissons, on sait qu'il limite les risques inhalatoires pour certains patients, là aussi, pas pour tous, et également qu'il y a des effets délétères qui sont tout à fait existants à bien prendre en compte. Une boisson qui est trop épaisse risque d'augmenter les résidus en pharynx et ces résidus risquent d'être inhalés. Donc, augmentation du risque de fausse route pour certains patients qui n'ont pas de capacité de vidange suffisante et de propulsion suffisante.
Et puis, bien sûr, ça augmente aussi le risque de déshydratation parce que, les études ont montré que enfin, il y a une étude notamment ici qui a montré que, eh bien, même en utilisant un épaississant de bonne qualité, la biodisponibilité de l'eau, est diminuée, hein. Quand on hydrate un patient avec quelque chose qui est épaissi, il y a, plus besoin de volume pour la même hydratation. Et puis, en ce qui concerne la dose médicamenteuse, quand on mélange un médicament avec un élément qui est épaissi, c'est également diminution de la biodisponibilité de la dose médicamenteuse. Donc, ce sont des éléments qui sont vraiment à ne pas oublier. Et puis, en revanche, on n'a pas de preuves précises sur des valeurs qui seraient des valeurs d'écoulement, des valeurs rhéologiques qui définiraient les limites d'un épaississement qui serait efficace, c'est-à-dire suffisamment épaissi ou pas assez pour mon patient P à un temps T. Ça, comment le savoir? Eh bien, c'est uniquement avec une évaluation par un spécialiste, dans l'idéal, une évaluation instrumentale, mais au moins une personnalisation la plus importante possible pour ne pas, gagner en risque et perdre en bénéfice. Alors voici quelques généralités. On sait que bien sûr les liquides s'écoulent rapidement. Tous ces liquides sont, chauds, froids, salés, sucrés, je m'en fiche, ce sont des liquides qu'on appelle un niveau 0 ITSI. On peut évidemment ralentir leur écoulement en donnant aux patients des choses qui soient plus épaisses que le simple zéro. Alors bien sûr, il y a plein de niveaux d'épaississement. On peut choisir des, boissons qui sont elles-mêmes naturellement épaisses, comme certaines illustrations que je vous ai mises là, mais sinon on peut également utiliser un épaississant instantané dédié à ça. On sait qu'il faut éviter également le mélange de textures doubles, c'est-à-dire mixtes, mélange solide-liquide dans la même bouchée ou gorgée. Eh bien, voyez par exemple le pain ou les gâteaux trempés dans la boisson chaude sont à éviter pour les dysphagiques de manière générale. Bien sûr, chaque patient est différent, mais de manière générale, on veut éviter ce genre de choses et on va plutôt préférer soit les séparer tous les deux, soit carrément des textures qui soient plus simples. Et ces textures peuvent être obtenues bien sûr avec de la poudre de céréales ou de la poudre de protéines. Ça, ce sont des apports qui sont nutritionnels et qui par la même occasion vont épaissir. Mais sinon, sans apport nutritionnel, on peut utiliser un épaississant instantané. Et ce sont des outils qui sont vraiment dédiés. Alors les poudres épaississantes instantanées, sont utilisées depuis, longtemps, hein, par les cliniciens, et au domicile et en office, on va essayer, pour donc les gens chez eux, on va essayer de limiter, le recours à des, outils culinaires qui nécessitent une préparation très lourde et qui risquent d'épuiser, hein, les aidants. On sait qu'en gériatrie, on a le concept d'épuisement des aidants. Donc la gélatine, l'agar-agar, l'arrowroot, ce sont des outils qui sont intéressants, mais qui nécessitent beaucoup de travail, donc on va essayer de les éviter. Ensuite, on va préférer bien sûr des choses qui sont instantanées, mais les outils un peu anciens, épaississants instantanés un peu anciens, étaient volontiers à l'amidon de maïs ou à la fécule de pomme de terre. Et on sait que ces éléments ne sont pas très bienvenus dans les poumons, qu'ils n'ont pas une palatabilité idéale et qu'au niveau visuel, ils sont vraiment pas top. Ils ont une vision très trouble un aspect trouble avec un peu farineux au goût aussi et puis des grumeaux. Donc c'est pas l'idéal. Du coup, des entreprises ont réalisé depuis maintenant de très nombreuses années des outils qui sont plus adaptés et notamment qui sont à base de gomme xanthane. Alors le premier parmi tous a été Clinutrient Tecnoclear qui existe maintenant depuis très longtemps et qui a été utilisé dans plusieurs études que je vous ai mises en bas ici, en comparaison avec des outils à l'amidon de maïs, avec d'autres épaississants à l'amidon de maïs, avec une différence très nette et un gros bénéfice pour la gomme xanthane. La gomme xanthane résiste très bien à l'amylase salivaire, c'est-à-dire qu'elle n'est pas digérée directement par la salive, donc n'est pas liquéfiée en bouche, c'est très important pour nos patients. Elle est facile d'utilisation, elle réagit vite, etc. Mais surtout, elle a moins de grumeaux, une texture qui n'est pas du tout farineuse, un goût qui est neutre, un aspect qui est très transparent, l'aspect clear, une grande stabilité aux variations thermiques et c'est très important aussi. Et enfin, une certaine innocuité pulmonaire relative par rapport à l'amidon de maïs. Donc ça, c'est bon à prendre. Si bien que Clinutrient Tecnoclear est le premier à avoir obtenu en 2020 le remboursement par l'assurance maladie à 100% sur prescription médicale. Je vous ai mis des liens, les tiny URL, ce sont des liens pour aller faire les textes officiels et a ouvert la voie à d'autres épaississants qui existent également, qui sont sur le même modèle à la gomme xanthane avec des compositions qui sont différentes. Par exemple, Nutrisense Gel Clear
Clear, et puis Nutrisys et Clear, Épaissir Clear et Nutilis Clear. Ce sont les seuls que je connais, peut-être il y en a d'autres. Je m'excuse d'avance si je ne les cite pas tous, mais ils sont sur le même modèle que Clean Coconut Clear. Ils ont suivi la même mouvance, si bien que Nutrisense Gel Clear vient d'obtenir en 2022 également le remboursement de la sécurité sociale. Et ça, c'est vraiment une très grande avancée pour nos patients, parce que ça coûte cher. Et ça facilite vraiment la vie au quotidien. Alors, en ce qui concerne les eaux gélifiées prêtes à l'emploi, leurs textures sont extrêmement variables. Donc, on ne peut pas dire eau gélifiée, c'est une texture. Eau gélifiée, vous voyez, il y a 4 exemples ici de marques différentes et elles ne sont pas toujours de la même texture. C'est extrêmement variable. Si bien qu'il y en a même qui ne sont pas conseillés en cas de dysphagie. On va voir un petit peu comment. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il va falloir les tester pour voir leur texture. Méfiez-vous des eaux gélifiées à l'ancienne, un petit peu, enfin, qui sont utilisables dans d'autres populations que la neurogériatrie précisément, qu'on appelle des jelly. Eh bien, celles-là, elles se coupent au couteau. Ce sont de véritables solides. Et si le morceau est trop gros, il peut y avoir un étouffement d'un patient avec ça. Vous voyez, donc ce n'est pas du niveau 4. Le niveau 4, le maximum de l'épaississement niveau 4, c'est celle-ci comme de la crème. Et pour ne pas la citer, comme de la crème Mont Blanc. Alors, c'est pour vous fassiez l'idée un petit peu. Alors, pour les médicaments, je tenais à dire, parce que beaucoup de gens ne le connaissent pas, et je sais qu'il y a également il y a beaucoup d'orthophonistes, des diététiciens, mais aussi des pharmaciens qui assistent, et je les salue. Nous avons une recommandation de la Haute Autorité de Santé en cas de trouble de la déglutition et ou du comportement. Donc, on est vraiment dans la population neurogériatrique, chez les déments notamment. Eh bien, de modifier dès la prescription médicale la forme galénique des médicaments qui sont prescrits par le médecin au profit de poudres, de gouttes et de médicaments dispersibles, de manière à ce que la prise soit plus facile. Pourquoi? Parce que les médicaments entiers, même petits, avec un liquide même stimulant et même avec une compote, risquent d'être mal avalés par ces patients. C'est une situation à très haut risque, même à haut risque élevé et à difficulté même chez le sujet sain. Alors là, il y a des référentiels en ligne qui sont mis à jour tout le temps. Donc, c'est vraiment un seul lien qu'il faut voir. Je vous ai mis le QR code si vous voulez y aller. C'est la liste Omedit des médicaments écrasables, modifiables, etc. Et vous voyez avec quel médicament ça peut être, avec quel aliment ça peut être mélangé, etc. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que je tenais à dire. Alors maintenant, nous arrivons bien sûr à la partie texture. Eh bien, les textures, ce sont les modifications que l'on va proposer à nos patients pour essayer de limiter les difficultés qu'ils ont au moment de déglutir. Tout le monde va employer des termes pour décrire telle ou telle texture. Moi, je sais, ça c'est de la purée, ça c'est tendre, ça c'est mou, ça c'est un petit peu dur, ça ce sont des petits fragments. Bref, on va essayer. Et puis ça c'est plus ou moins épais, ça c'est un peu épais, ça c'est fluide. Qu'est-ce que ça veut dire tous ces termes? Seule la personne qui les utilise le sait. Et quand elle échange avec d'autres personnes, les autres personnes ne savent pas. Pourquoi? Parce que vous voyez que dans le sondage qui a été fait par l'ITSI en 2013, on a demandé aux cliniciens, ils ont demandé aux cliniciens quels étaient les termes qu'ils employaient pour décrire, pour définir les textures, hein, pour dénommer les textures modifiées. Eh bien, il n'y a pas moins de 27 termes différents au total pour les niveaux d'épaississement, sur 4 niveaux d'épaississement. Et il y a pas moins de 54 termes différents au total sur 5 niveaux de modification des textures des aliments. Donc, vous voyez que c'est la tour de Babel. On ne peut pas s'entendre avec ces choses-là. Il faut bien sûr que nous puissions communiquer de manière beaucoup plus fiable que cela. Et pour cela, l'IDDSI, International Dysphagia Diet Standardization Initiative, projet pour une standardisation internationale des textures adaptées aux dysphagies, a voulu créer un système standardisé. Pour les 5 raisons principales qui sont listées ici, bien sûr pour une meilleure sécurité de nos patients, si on a un nombre de noms et de définitions précis, standardisés, on limite la confusion entre les institutions et au sein des institutions aussi. On améliore, on optimise la continuité des soins. Si on a moins de réévaluation à faire auprès d'un même patient, on gagne en efficacité des soins et c'est le but aussi. Il y a des implications commerciales qui nous intéressent énormément parce qu'on veut obtenir des produits standardisés, industrialisés, prêts à l'emploi, qui soient cohérents avec les produits qui sont faits dans les établissements de soins et à domicile. Donc, vous voyez que l'ITSI va nous permettre ce genre de choses aussi, va nous faciliter ce genre de choses. Quatrièmement, on a vu qu'il y avait peu
de données en recherche. Donc, on veut, grâce à ce standard, également utiliser en recherche, peut faire augmenter le nombre de preuves cliniques. Et donc, ce qu'on va appliquer en clinique, ça va être beaucoup plus intéressant grâce à ça. Et puis, cinquièmement, ils veulent que ce soit des recommandations qui soient complètement internationales, globales. Il existait des standards nationaux que vous connaissez sans doute, la NDD aux USA depuis 2002, par exemple, nectar, pudding, des choses comme ça. Tout ça, c'est abandonné au profit de l'ITSI qui est vraiment international. Alors, l'ITSI souhaite remercier tous les sponsors qui ont aidé à cette initiative, bien sûr. Ça n'aurait pas été possible sans eux, Nestlé en est un, évidemment. Et puis, il précise évidemment, l'ITSI précise que les sponsors n'ont pas participé à l'élaboration de la standardisation ni à la publication des ressources que je vais vous montrer. Que propose l'ITSI? Un diagramme et des descriptions avec un nombre défini de niveaux de texture et d'aliments et d'épaississement de boissons pour un usage standardisé à l'échelle internationale, pour la population adulte et pédiatrique, avec un nom, un chiffre, une couleur standardisée pour chaque niveau d'aliments et boissons. C'est un système qui se veut descriptif et pas prescriptif. On fait ce que l'on veut avec, on en prend ce qu'on veut. La seule chose, c'est qu'on ne peut pas le modifier, évidemment. Et puis, il propose également des techniques de mesure objective pour savoir à quel niveau appartient une denrée au moment du service. Il se veut un système contributif et consensuel avec la publication de communication aussi, de publication et communication des standards sur Internet, et vous allez voir où. Et puis, ils nous fournissent des ressources pour la mise en œuvre, des fiches d'audit interne et des brochures pour les patients. Alors, ces outils ont été publiés en 2015 en anglais, bien sûr, et j'ai le grand plaisir d'avoir créé le premier groupe de traduction des outils ITSI au monde, puisque nous avons été les premiers traducteurs avec le groupe des orthophonistes françaises, que je salue au passage, bien sûr. En 2015, nous avons commencé. Nous avons réussi à finir ça en 2017 et nous avons donc pu publier ces éléments-là. Et c'était la terminologie française qui collait bien avec l'Europe parce que l'ITSI avait proposé des termes canadiens qui ne nous allaient pas du tout, juste avec les termes qui sont dans ce diagramme. Donc, nous avons travaillé à ça, nous sommes très contents. Et ensuite, nous nous sommes réunis il y a peu, en 2021-2022, avec un collectif francophone pour faire une version française qui soit internationale, c'est-à-dire totalement harmonisée, que je vous présente ici. Donc, elle date de juillet 2022. Beaucoup de gens ne sont pas encore au courant. Et bien sûr que je vais vous mettre les liens pour y aller à la fin. Alors, voyez comment ça se présente, le diagramme ici, c'est ça. Le diagramme, c'est deux pyramides tête bêche, une pour les aliments et une pour les boissons. Les aliments, on commence par le normal, le plus sans aucune restriction. C'est pas pour les gens qui ont des gros taux de la déglutition. En tout cas, c'est vraiment sans aucune restriction à aucun niveau. Le normal, et plus on descend, plus ça va être modifié, c'est-à-dire plus ça va être liquéfié. Les boissons, on commence par le bas, liquide, sans aucune transformation, comme de l'eau. Et plus on monte, plus on va modifier, c'est-à-dire plus on va épaissir. Et vous voyez que les deux textures intermédiaires, les deux niveaux 3 et 4, sont intermédiaires, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à la fois aux aliments et aux boissons, selon de quel côté on regarde. Et puis, un dernier larron qui s'appelle les textures changeantes, que je vais vous exposer un petit peu. Toutes les descriptions sont réunies dans ce document, diagramme et description détaillée de l'ITSI, version juillet 2022. C'est un document d'une trentaine de pages, facile à lire en lui-même. Alors rapidement, je vais vous montrer un petit peu quels sont les niveaux ITSI. Le 0, je vous ai dit, c'est du liquide comme de l'eau. Quand on le met, je vous ai mis des exemples, quand on le met dans une seringue de dimension précise, et c'est un test ITSI, je vous montrais tout à l'heure, eh bien, il s'écoule très rapidement. Il ne laisse aucun résidu après un écoulement de 10 secondes dans cette seringue ITSI. C'est normal, c'est très rapide. Le niveau 1 est très légèrement épais. Lui, il s'écoule beaucoup plus lentement et dans une seringue, il va laisser un résidu entre 1 et 4 millilitres. Et vous voyez ici des exemples. Et typiquement, on dit comme du jus de tomate, par exemple. Alors attention au terme nectar qui ne donne pas d'indication de texture. D'accord. Et puis certains CNO aussi, certains compléments nutritionnels boissons lactés souvent sont assez épais comme ça, à tester toujours. Niveau 2, c'est légèrement épais, tout à fait façon yaourt à boire, d'accord. Et certaines soupes veloutées, certains smoothies également ont cette texture et ça s'écoule encore plus lentement.
Le niveau 3, c'est un petit peu comme de la compote fluide. Certaines compotes fluides, ça laisse un résidu plus important dans la seringue et ça s'écoule lentement entre les dents d'une fourchette. Lorsque vous le prenez comme ceci, ça s'écoule lentement, ça ne s'arrête pas de s'écouler. En revanche, il ne faut pas que ce soit trop épais et voyez qu'avec, la cuillère inclinée, si ça laisse un résidu trop important, ça veut dire que c'est trop collant et qu'en gorge, ça va laisser un résidu trop important aussi, c'est trop épais. Il faut corriger cette texture. Voici une vidéo qui vous montre le test d'écoulement à la seringue ITSI. Il permet de évaluer rapidement avec une seringue de dimension précise, et je ne vous les mets pas là, il faut aller regarder les documents ITSI, évaluer le résidu, donc le volume restant après un écoulement de 10 secondes dans cette seringue spécifique, et plus il en reste, évidemment, plus c'est épais. Alors, pour 0 à 3, ça marche. Pour le 4, il ne s'écoule pas. Le niveau 4 devra être testé avec d'autres outils, le test de la cuillère et le test à la fourchette dont je vais vous parler. Le niveau 4 ici, très épais ou pur et lisse, même chose. En gros, c'est comme de la crème Mont-Blanc. Ça tient au-dessus de la fourchette et ça ne s'écoule pas en continu. Et bien sûr, il ne faut pas que ce soit trop épais, sinon ça étouffe Chrétien. Voici un exemple. Vous avez une mousse, au chocolat, là, on met la cuillère inclinée, ça tombe tout seul de la cuillère inclinée, ça ne laisse pas beaucoup de résidus. On voit la cuillère à travers, le, résidu. Ici, en revanche, on dirait que c'est pareil, mais non. Vous voyez, il faut vraiment secouer beaucoup la cuillère pour que ça tombe. Même si le résidu est petit, c'est considéré comme trop épais. Voici le niveau 5, haché lubrifié. Eh bien, ils ont ici défini une taille de particules, une granulométrie. Pour les adultes, les particules doivent être au maximum de 4 millimètres. Pour les enfants, au maximum de 2 millimètres. Et il y a des mesures avec notamment les entre-dents d'une fourchette, ça peut être intéressant. Et puis toujours les tests à la fourchette et les tests à la cuillère également. Ici, ça se présente à peu près comme ça. Le niveau 6, petits morceaux tendres, la granulométrie est plus large, il y a des morceaux de plus grande taille. Pour les adultes, maximum 15 millimètres, ça correspond à peu près à la largeur d'une fourchette. Pour les enfants, maximum 8 millimètres, 2 entre-dents d'une fourchette. Et puis, il faut y appliquer également le test d'écrasement à la fourchette qui permet de savoir si c'est suffisamment tendre. Le test d'écrasement à la fourchette, ou test de pression à la fourchette, ici, c'est assez édifiant. Vous avez 2 morceaux, 2 échantillons d'1,5 cm de brocoli, mais c'est le même aliment, mais il a été préparé de 2 manières différentes. Ici, il a été bien cuit et en bas, il a été moins cuit. Alors, bien cuit, vous voyez qu'il s'écrase complètement, il perd sa forme, il ne récupère pas sa forme sous la pression de la fourchette. Et alors que quand il est moins bien cuit, hein, sauté, voilà, eh bien, à ce moment-là, il ne s'écrase pas, il ne perd pas sa forme. Ça veut dire que, vous voyez, ça nous permet de trier entre le niveau 6 et le niveau 7 normal, hein. Vous voyez que c'est vraiment édifiant. Ce n'est pas l'aliment qui compte, c'est sa texture. D'accord. Ici, il y a également d'autres tests aux baguettes et tests aux doigts, qui se veulent des tests qui permettent vraiment d'être totalement portables et accessibles partout dans le monde. Nous, en France, on a des fourchettes et cuillères, donc on n'a pas foncièrement besoin, mais ça peut être très, très intéressant. Ça se veut dans toute culture, hein. Alors là, je vous la fais courte, mais dans le document, vous avez toutes les descriptions, hein, de comment ça doit se comporter, etc. Le niveau facile à mastiquer, c'est le sous-niveau du normal. C'est pour des gens qui ont des difficultés de mastication, mais pas de déglutition. Et il faut lui appliquer le test de découpage à la fourchette. L'aliment doit se découper facilement avec la tranche d'une fourchette ou d'une cuillère. Et puis, bien sûr, test d'écrasement, ça doit être tendre. Et le 7, je ne vous le mets pas, il est normal sans aucune restriction. Au total, les tests doivent être faits au moment du service et à la température de service. Je vous ai mis des exemples en image ici à gauche. Et puis à droite, je vous ai mis des exemples alors j'ai mis crème anglaise, je ne suis pas sûre que ce soit de la crème anglaise, je suis désolée, hein, mais en tout cas, vous avez une crème ici qui est froide et très épaisse, niveau 4. Elle tient sur la fourchette, elle ne s'écoule pas entre les dents de la fourchette. Et quand elle est chaude, eh bien, elle est modérément épaisse, niveau 3, et elle s'écoule entre les dents d'une fourchette. Donc toujours à température de service. Alors, ces éléments devront être mis en œuvre sur le terrain, en France, dans nos établissements de soins, sauf que c'est un changement qui va être un processus plus ou moins long et plus ou moins complexe selon les sites. Il y a déjà des établissements qui ont, la grande fierté d'avoir déjà mis en place, l'ITSI, alors
Peut-être des établissements de plus modeste taille où c'est bien organisé aussi, c'est super, on leur dit bravo et on va suivre leur exemple. Eh bien, en tout cas, la mise en œuvre de l'IDSI sur le territoire français est recommandée par les sociétés savantes, diététiques et nutritionnelles en 2019, les recommandations nutrition clinique et métabolisme et donc pour nous accompagner dans ce lourd changement, l'IDSI propose une démarche, un modèle de mise en œuvre sous le modèle contrôlé, sensibilisé, préparé et adopté et je vous mets ici un petit peu le contenu. Sensibiliser, c'est ce que je suis en train de faire là, c'est-à-dire vous raconter brièvement de quoi il s'agit et pourquoi c'est intéressant et comment ça va se passer. Surtout, vous donner accès à toutes les ressources qui sont à vos dispositions. Ensuite, l'étape de préparation, c'est une étape plus main dans la pâte où on va réellement évaluer tout ce qui est sur l'existant, si vous voulez, et on va préparer des choses qui devront être modifiées. On va approuver les modifications, les recettes, toutes les gestions informatiques également, ça va être lourd. Et puis, on va réellement former, pas sensibiliser, les cliniciens, les interventions et tout le personnel impliqué. Et ça, c'est une étape de formation plus lourde. Et enfin, on espère arriver à l'étape d'adoption qui est la véritable intégration de ces outils de ITSI, bien sûr dans nos chaînes de restauration de services alimentaires institutionnels, mais aussi bien sûr chez les industriels pour des produits commercialisés, prêts à l'emploi et pré-emballés. Et puis, on va nous accompagner vers la transition et l'intégration, toujours avec un contrôle et un monitoring, parce que les choses ne peuvent pas se faire de manière magique, évidemment. Alors ici, je vous ai mis un QR code. Si vous voulez y aller, vous pouvez. Ça aboutit sur cette page. Vous avez ce document-là. Alors, il y a une première page, ça c'est la deuxième page. C'est ce qu'on appelle les guides de mise en œuvre ici. Les guides de mise en œuvre ici, ce sont des documents d'une grande valeur, je pense, qui servent à la mise en place sur le terrain, sur un échéancier de 12 mois avec des tâches clés. Ils ont fait 3 guides de mise en œuvre. Un pour les professionnels de santé, un pour les équipes de cuisine et restauration et un pour les commerciaux, les entreprises, pardon. Là, les industriels. Là, je vous ai mis que les exemples de pro de santé, équipe de cuisine, restauration. En gros, les tâches clés qui sont là sont celles-ci, sachant que la première, c'est se familiariser, bien entendu, et bien connaître les outils, mais la deuxième, il ne faut vraiment pas faire l'impasse, et je pense que c'est souvent là que le bas peut blesser, c'est il faut constituer des équipes de mise en œuvre. Et ces équipes doivent être pensées de manière assez intelligente, parce qu'il nous faut bien sûr évidemment de l'encadrement, etc., qui soit impliqué dedans. Sinon, c'est difficile de mettre en œuvre, c'est difficile d'avancer, c'est normal qu'il y ait des freins. Alors, vous voyez, je ne vous les fais pas toutes, mais en tout cas, pour nous, professionnels de santé, il va y avoir une étape finale très importante de travail sur notre communication clinique, c'est-à-dire qu'il va falloir revoir nos outils d'évaluation, les entrées dans les dossiers patients, des dossiers informatisés, des choses comme ça, et puis tout notre matériel de formation et d'éducation. Voici maintenant une fiche d'audit interne, ici, également très important. Pareil, le QR code est là. Eh bien, vous devez évaluer au moment du service en cuisine, par exemple, en institution, chaque denrée en lui appliquant les tests. Et cet outil peut vraiment servir au quotidien pour vraiment évaluer, savoir si telle ou telle texture entre bien dans une purée lisse. Au quotidien, pas tous les jours, une fois, puis après, si c'est stable, on le maintient. Voici toutes les ressources gratuites en ligne. Elles sont sur le site Etsy. N'allez pas voir d'autres sites. Ils vous disent, moi, je vous explique Etsy. Allez toujours comme l'Etsy le promeut. Le site Etsy est le seul fiable. Bien sûr, il est en anglais, mais là, je vous ai mis le QR code qui vous emmène vers Translations. Et là, vous avez tous les outils qui sont traduits en French. Vous cherchez French. Vous avez tous ces outils, notamment le document Foire aux questions qui est très important, les guides de mise en œuvre, les fiches d'audit et les brochures de patients dont je ne vous ai pas encore parlé. C'est des brochures qui permettent aux patients de savoir un petit peu de quoi ils retournent pour chacun des niveaux, pour les enfants, les adultes. Tous ces outils sont sous licence Creative Commons Attribution Partage dans les mêmes conditions. Ça veut dire que c'est à dispo de tous, c'est gratuit, ça ne se vend pas. La seule chose, c'est qu'on ne peut pas les modifier. Vous avez la chaîne YouTube Etsy, vous allez sur YouTube, vous tapez Etsy et vous tombez sur la chaîne et vous avez là une réunion de toutes les vidéos explicatives, didactiques faites par l'Etsy, en anglais ou pas, en plein de langues. Tout ce qui est en français, méfiez-vous-en comme de la peste parce que c'est ancien, c'est essentiellement canadien et donc la terminologie n'est plus du tout la même. Je pense que Etsy va enlever ces vidéos bientôt. Vous avez également une newsletter à laquelle je ne saurais trop vous encourager à vous inscrire. Elle est en anglais. Et puis une app sur mobile, mais qui n'est pas très utile parce qu'elle comprend les outils qu'en anglais, et un site et un compte Twitter.
Et enfin, l'ITSI promeut la mise en œuvre sur le terrain avec des groupes de référence par territoire, mais aussi par thématique. Nous avons créé un groupe FRIRG, groupe de référence ITSI France, avec ma collègue Marion Giraud, que je salue. Voici les objectifs de ce groupe. Ça, c'est dirigé par l'ITSI. Nous sommes des ambassadeurs d'une certaine manière. Nous allons bien sûr recruter des membres de toute profession, dont les industriels, pour collaborer avec également les sociétés savantes. Nous allons élaborer des formations. C'est trouvable à cette page-là. Le QR code est à droite. Et puis, vous avez un formulaire de contact aussi. Et puis, nous avons créé, il y a déjà assez longtemps, un groupe d'échange pluripro pour les soignants et la restauration institutionnelle, essentiellement sur Facebook, parce que c'est intéressant de partager des vidéos, des choses comme ça, des tuyaux. Est-ce que toi, tu as réussi? Qu'est-ce que tu as fait avec la cuisine? C'est très intéressant. Et puis, dernier message, je vous accueille, je vous invite à vous inscrire, si l'ITSI vous intéresse et que vous souhaitez participer à cette aventure du FRIRG, à venir vous inscrire à la réunion d'information que nous avons créée, qui sera la semaine prochaine, le 27 septembre 2022, de 20h à 21h, en visioconférence. Pour s'inscrire et impérativement contacter france-itsi.net, et dans le QR code, vous l'avez, ça va, vous descendez, vous avez contact. Pas la peine de nous raconter votre vie, aucun problème. Vous pouvez nous la raconter aussi, mais dites simplement que vous êtes intéressé, que vous voulez participer à cette réunion d'information. Alors, sachez bien, nous sommes des ambassadeurs de l'ITSI, donc ce que nous allons vous dire dans cette information, et beaucoup de choses que je vous ai dites ici, c'est le discours de l'ITSI, donc nous sommes très cadrés par eux et nous suivons leurs directives. Donc, dans cette réunion d'information, nous allons vous expliquer les objectifs de l'ITSI, du FRIRG, et nous allons aussi vous expliquer les conditions de participation, parce que c'est soumis à certaines conditions également. Alors voilà, je vous invite tous et je vous ai mis quelques références et quelques liens. Je vous remercie infiniment de votre implication et de votre intérêt pour l'ITSI et bien sûr pour les troubles de la déglutition en neurogériatrie. Je vous ai remis les QR codes pour chacune des ressources ici à côté. Et je suis disponible pour vos questions et les moins 10. Merci infiniment Virginie pour cette belle présentation et pour le respect du timing. Alors, j'ai 2 questions déjà. Les orthophonistes ont-elles le droit de prescrire de la poudre épaississante aux patients, tout comme certains accessoires de laryngectomie? Merci pour cette question très utile. À ma connaissance, non. Les orthophonistes, pour le moment, n'ont pas le droit de prescrire des épaississants alimentaires. Ils prescrivent effectivement certaines autres choses, mais pour le moment, non, pas d'épaississement alimentaire. Mais ce serait quelque chose qui serait très, très utile à gagner dans l'avenir. Pourrons-nous recevoir les dias présentés par Virginie? Alors, je crois que non, mais il y aura un replay de ce webinaire qui sera accessible aux personnes ayant participé. Question suivante, pourriez-vous réexpliquer la différence que vous faites entre troubles de la déglutition et dysphagie? Alors, un peu rapidement parce que ça fait débat. En fait, il y a une différence que font beaucoup les médecins entre signes et symptômes. Un signe, c'est quelque chose qui est mesurable, d'accord? Comme la prise de la fièvre, la température, par exemple. Un symptôme, c'est: «Ah, je me sens fébrile», d'accord? C'est-à-dire j'ai l'impression que j'ai de la fièvre, je ne sais pas parce que je ne l'ai pas mesuré, et on peut très bien se sentir, fébrile, tout tremblotant et ne pas avoir de fièvre, et à l'inverse, on peut avoir de la fièvre et ne pas avoir de symptômes de fièvre. Vous voyez, c'est la différence entre signes et symptômes. Bah, la dysphagie et les troubles de la déglutition, c'est la même chose. Les troubles de la déglutition, ce sont des dysfonctionnements qui sont objectivables, hein. Si on fait passer un examen, vidéoradioscopique au patient, on va voir des perturbations, et le patient peut ou pas ressentir des difficultés, c'est-à-dire une dysphagie. Pareil, le patient peut ressentir une dysphagie, dire: «Non, ça bloque, ça passe pas bien», et quand on fait l'examen, il n'y a rien. Voyez la différence? J'espère que j'ai été claire là-dessus. Est-ce que Autre ça question. est-ce que c'était clair peut-être? Moi, j'ai trouvé que c'était très clair. La personne qui a posé la question pourra peut-être réagir. Autre question, les jus de pommes et jus d'orange sont en grade 1? Point d'interrogation. Est-ce que les jus de fruits s'équivalent?
Alors, qu'est-ce qu'entend cette personne par grade 1? Il n'y a pas de grade dans l'ITSI du tout et il faut faire assez attention à la terminologie, hein. C'est une standardisation, donc on ne mélange pas trop les pinceaux, sinon bah, on continue dans la confusion. On ne parle surtout pas de grade, on parle de niveau ITSI. Le niveau 1, je vous l'ai dit, alors je peux peut-être revenir à la diapo, Béatrice, ça ne dérangera pas, hein. Si Bien je sûr, reviens allez-y. au numéro 1, hein, on se remet dans le niveau 0. Le niveau 0, c'est liquide. Ah, trop vite. Le niveau 0, c'est liquide comme de l'eau. Tous les liquides, et là, vous voyez ma diapo? Oui, c'est bon. Voilà. Niveau 0, il y a le jus d'orange dedans. Je l'ai mis exprès parce que les jus d'orange, le jus de pomme, c'est du liquide comme de l'eau. C'est-à-dire que quand on lui soumet le test à la seringue, il va s'écouler de la même manière que de l'eau. Du coup, cette personne, je ne sais pas, elle me disait ça fait partie du 1, c'est ça? Exactement. Donc là, non. Et la deuxième partie de la Et question, est-ce que c'était? les jus de fruits s'équivalent? Ben non, Peut-être ben non. les nectars, Alors les jus de attention, hein, tomates, voilà. etc. Alors oui, attention Béatrice, toujours, et moi-même, je suis la première à devoir me corriger, on ne dit pas nectar, on dit nectar de. Pourquoi? Parce que nectar ne veut pas dire texture. Nectar, ça c'était l'ancienne terminologie américaine, d'accord? Il faut enlever ça. Nectar, la définition de nectar, ça veut dire jus de fruits constitué à partir de concentré. Donc il n'y a aucune information sur la texture. Par contre, si vous dites nectar de tomate, ça me va. Le mieux, c'est d'éliminer le terme nectar, de mettre jus de tomate, jus d'abricot, et je vous mets la diapo suivante où vous avez ici une viscosité qui est très différente, hein. Je ne sais pas si vous visualisez tous, hein, le jus de tomate ne s'écoulera pas du tout de la même manière, hein. Vous mettez une planche, vous versez de l'eau, ça s'écoule, du jus de fruits, ça s'écoule vite, et vous versez du jus de tomate, ça s'écoule beaucoup plus lentement. Jus d'abricot, pareil. Ce sont des exemples qu'on utilise très souvent. Jus de banane aussi, certains. Mais tous ne se valent pas. En aucun cas, on peut savoir de quel niveau sera la denrée sans l'avoir testée. Alors, question suivante. Pourquoi l'évaluation instrumentale est-elle déraisonnable? Dans certains cas, elle peut être effectivement jugée déraisonnable. Par exemple, quand les soins sont, quand on est en situation palliative de limitation des soins pour un patient atteint de troubles neurocognitifs, un patient très âgé, un patient polypathologique. Il y a plein de situations cliniques, et pas forcément très âgées d'ailleurs, mais des situations cliniques dans lesquelles le patient, on va réduire les soins invasifs, et c'est une décision collégiale qui se fait en équipe médicale avec tous les professionnels aussi, et bien sûr le patient et sa famille. Et le patient, s'il le peut, s'exprimer, sinon avec lui, le maximum qu'on peut, le maximum d'informations qu'on peut. Et à ce moment-là, si le patient ne veut pas, évidemment qu'on ne va pas le faire. Et ça, c'est souvent, parce que c'est un examen qui est très invasif, hein. Il faut savoir faire des choses, il faut avaler, n'avaler pas, avaler cette denrée qui n'est pas naturelle, hein, qui ressemble à rien, hein, et qui a peut-être un petit goût, un arrière-goût pas bon. Donc, vous voyez, ce sont des examens qui sont peu accessibles, qui nécessitent beaucoup de compétences de la part des sujets, et ces sujets, dans notre population neurogériatrique, souvent ne les ont pas. Et donc, ça va être dit, non, on s'arrête là, on ne prévoit pas d'exploration complémentaire. Alors, une autre question concernant les examens complémentaires. La radiovidéoscopie est-elle obligatoire pour toute adaptation de texture? Théoriquement, oui. Sauf qu'on ne peut pas. Sur le terrain, on ne peut pas. Donc, on fait sans. Mais quand on fait ça, il faut être extrêmement conscient de nos limites. C'est tout ce qu'il faut savoir. Donc on va faire, une évaluation clinique, hein, dont je vous ai parlé, orthophonique. Celle-ci est toujours possible, quel que soit l'état du patient, et ça, c'est un très grand avantage que nous apportons, nous, en orthophonie, avec nos compétences spécifiques, multiples et variées. Nous allons pouvoir évaluer un patient, même un patient qui est très opposant, par exemple un patient qui est très peu répondant, hein, très grabataire, un patient qui va être très en difficulté, on va pouvoir faire des observations et essayer, de faire des propositions thérapeutiques, d'adaptation alimentaire très prudentes. Et pareil, on va doser, hein, et on va discuter. C'est une véritable discussion pour peser les bénéfices, des pour et contre, et en tenant compte évidemment des souhaits et des croyances et des besoins du patient. Une question relative aux médicaments. Alors, les médicaments, la prise des médicaments sous leur forme classique, à partir de quel degré de trouble de la déglutition doit-on les proscrire? Quel type de trouble
les contre-indique absolument. Alors, première question, à partir de quel degré de dysphagie? En fait, il n'y a pas possibilité de vous donner des cases, degré de dysphagie A, B, C. C'est la raison pour laquelle j'utilise le terme dysphagie au pluriel, comme j'utilise le terme aphasie au pluriel, hein, ça parlera aux orthophonistes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire: «Ce patient, il a une aphasie». De quel degré? Non, pour la dysphagie, c'est exactement la même chose. C'est beaucoup plus complexe que ça, malheureusement, sinon je me ferai un plaisir de vous donner une réponse simple. En fait, ça ne rentre pas dans des cases parce qu'il y a plein d'étiologies différentes, plein d'atteintes différentes, plein de types de dysfonctionnements différents, avec des équilibres qui sont très subtils et en plus à la complexité de laquelle s'ajoute la complexité des troubles neurocognitifs dans cette population. Donc vous voyez que c'est vraiment extrêmement compliqué. Donc on ne peut pas dire à partir de tel degré de dysphagie, on ne lui donne pas de médicaments entiers. Non. Ce que la Haute Autorité de Santé préconise, et je trouve que c'est très bien de ratisser large comme ça, c'est à partir du moment où il y a des troubles de la déglutition, quels qu'ils soient, et à partir du moment et où, je vous l'ai dit, de troubles neurocognitifs, quels qu'ils soient, on adapte systématiquement, dans l'idéal, la galénique médicamenteuse. Alors, la seconde partie de la question était quel type de trouble les contre-indique absolument? Même réponse. Ce que dit la HAS aujourd'hui en France, c'est ils sont contre-indiqués. Donc, on Bon. va essayer d'aller vers le plus. Quelquefois, on ne peut pas. Il y a des médicaments qui n'existent pas sous des formes adaptées. En revanche, on sait de manière clinique, parce qu'on a une expérience clinique aussi, les équipes ont, que par exemple le Sinemet, qui est un antiparkinsonien qui est gros comme ça, il est évident qu'il va poser problème et que beaucoup de familles les broient sans en informer le médecin. Donc, il faut absolument que les cliniciens sachent, les pharmaciens aussi bien sûr, pouvoir conseiller, puisque le pharmacien est un conseil en ville. Je conseille toujours aux gens, bien sûr, de s'adresser à leur médecin pour vérifier, le médecin prescripteur, pour vérifier qu'il n'y a pas une autre forme prescriptible. Et puis sinon, on va broyer. Le Sinemet, on le broie. Eh ouais. Avec un effet qu'on ne contrôle pas très bien, mais c'est un pis-aller. Alors, une autre question, les sociétés de restauration qui fournissent énormément les EHPAD sont-elles formées à l'ITSI? Pour le moment, on en est au balbutiement de l'ITSI en France de manière générale. Alors bien sûr, il y en a qui sont formés, il y en a voilà, mais c'est difficile de savoir qui précisément et comment et puis, voilà, enfin Très bien. Alors, une autre question, pourquoi la majorité des épaississants sont-ils interdits aux enfants de moins de 3 ans? Parfait. interdit, il me semble. Alors en pédiatrie, je n'ai aucune compétence, donc je vais être très prudente et prenez beaucoup de pincettes avec ce que je vais dire. Hem, il me semble qu'il n'y a pas d'interdiction. Interdiction est un terme très fort. Par contre, je sais qu'il y a des problèmes, avec, certains, épaississants, notamment l'amidon et cetera, parce que ça constipe beaucoup et cetera. Il faudrait demander à quelqu'un qui connaît bien la pédiatrie. Peut-être les personnes de Clinutren, Thicken Up Clear peuvent nous répondre à ce niveau-là. Au niveau, pédiatrique, ce qui a été fait, je ne sais pas. Très bien, merci, on se renseignera. Le référentiel ITSI s'applique-t-il seulement à la population gériatrique? Non, bonne question parce que j'ai peut-être pas été assez, précise là, assez, claire là-dessus. Non, la standardisation ITSI, elle s'applique à tous les âges de la vie et à toutes les pathologies, tout type de dysphagie de tout type et tous les lieux de vie et tous les pays. Donc c'est vraiment un truc universel. Quelle alternative peut-on avoir en EHPAD lorsque nous n'avons pas d'orthophoniste ni au sein de l'institution, ni en libéral? Alors bien sûr, c'est un très, très gros problème. Alors, je ne vais pas me lancer là-dessus parce que ça va m'énerver. Mais évidemment que nous sommes en grande difficulté actuelle, les orthophonistes, et depuis de longues années. Il y a une très grande pénurie et ça ne s'arrange pas très bien. Nous sommes des personnels extrêmement nécessaires pour plein de choses très urgentes et vitales, comme la déglutition chez nos patients de tous âges, hein, depuis le prématuré, hein, depuis la néonate jusqu'à la fin de vie en gériatrie. Bien sûr, il n'y a pas suffisamment de postes créés. La rémunération est insuffisante, donc vous avez une fuite et vous avez très peu d'orthophonistes. Alors, bien sûr, nous œuvrons pour cela au maximum. Ce qu'il faut, c'est se démener pour avoir ces orthophonistes et pour les rechercher en libéral. Vous pouvez bien sûr contacter des gens en centre de référence ou chez moi, par exemple, pour obtenir quelques adresses si vous avez besoin. Et puis, bien sûr, vous essayez de suivre le plus possible votre bon sens si jamais vous n'avez pas d'orthophoniste. Eh bien, encore 2 questions parce que le temps passe. Nous avons des difficultés à trouver des seringues pour les tests qui répondent bien aux critères ITSI via le marché de la pharmacie de l'établissement. Y a-t-il des références commerciales quelque part?
Les références commerciales, oui, je ne vous les ai pas mises là pour faire rapidement, mais elles sont toutes à disposition. Alors, pour les références en France, non, je ne vous les ai pas mises. Bon, c'est une diapo que j'ai enlevée. Oui, alors, dans le site, dans le groupe Facebook dont je vous ai indiqué l'adresse, là, on partage tout ce genre de tuyaux, en fait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un sujet dédié aux seringues et vous avez la totalité des références qui sont vérifiées par nous, hein. Nous, avec les orthophonistes de la PHP notamment, on a fait un gros boulot pour savoir quelles étaient les seringues qui étaient disponibles en commande en pharmacie à PHP. Et c'est tout à fait faisable. Alors peut-être une dernière question. J'avais notion que l'eau gazeuse facilitait la déglutition par rapport à l'eau plate. Appartenant toutes les deux au niveau 0, comment sera faite la distinction? Et oui, alors la distinction en termes de niveau ne se fait pas. C'est une très bonne question parce que beaucoup de gens se la posent. L'ITSI ne considère pas, ne prend pas en compte le degré de stimulation sensitive. L'ITSI ne prend en compte que la viscosité, une viscosité très simplifiée, mais la viscosité, c'est-à-dire la vitesse d'écoulement. En fait, l'ITSI ne prend pas compte d'autres choses, la saveur, la température, le degré de stimulation chemesthésique qui sont apportés par les eaux pétillantes, notamment les eaux pétillantes à grosses bulles que l'on utilise volontiers en gériatrie. Des fois, hein, on essaye, voir si le patient est plus confortable, s'il y a un effet compensatoire, c'est un effet sensitif puisqu'on va apporter une stimulation très forte par les bulles grosses, les grosses bulles, et le froid aussi, hein, des stimulations thermiques qui s'ajoutent et qui peut parfois suffire à compenser certains troubles. Et en tout cas, à continuer à donner un liquide au patient, parce que c'est très important pour sa qualité de vie, pour son hydratation, pour sa désaltération aussi, et ça permet de maintenir ses fonctions, et de gagner en fonction. C'est un exercice en fait. Très bien. Ben, malheureusement, il y a encore de nombreuses questions. On va voir comment pouvoir y répondre. Merci infiniment, Virginie. Je rappelle que le webinaire sera disponible en replay sur notre site via la chaîne YouTube et que bien évidemment, toutes les personnes qui n'ont pu y assister sont invitées à le regarder et à le re-regarder. Merci beaucoup de votre participation à tous. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.